Bonjour, nous allons vous présenter notre projet de fil en aiguille pour la nouvelle charpente de Notre-Dame de Paris. Nous sommes une équipe composée de 2 architectes ainsi que de 3 ingénieurs. Dans le cadre du master ABC, par le biais d'un projet universitaire porté par l'association Restaurons Notre-Dame, nous avons élaboré des variantes de charpente pour faire valoir le bois sous différentes méthodes de construction. Ainsi, nous nous sommes interrogés sur la question de la mémoire et du souvenir, puisque d'une certaine façon, c'est accepter qu'une trace du passé s'inscrit dans les personnes, dans les lieux et les récits. Ouvrir le passé en essayant d'emprunter à l'ancienne forêt et sa ferme principale numéro 7, une figure. De ce fait, prôner le retour à une architecture ordinaire de la charpente qui se veut simple et modeste, et par ce biais, utiliser les codes d'aujourd'hui pour traduire cette idée. Ainsi, l'idée s'est développée par un travail de simplification de la ferme 7 et de l'ancienne charpente en ne gardant que les arbalétriers intérieurs afin d'obtenir la figure élémentaire d'une ferme ciseau, comme nous pouvons le voir sur le schéma numéro 2. Prendre un héritage et en faire un élément de modernité pour un usage contemporain. Reprendre l'archétype de cette charpente initiale et entreprendre par la suite des variations, comme le montre le schéma numéro 3. Les arbalétriers intérieurs viennent se positionner à leur tour sur les corbeaux. À ce principe de simplification, c'est donc associer le vide comme un espace disponible et signifiant. C'est un rapport avec un espace plein qui fait voir l'espace vide. Pour traduire cette ambivalence, à partir de cette figure simplifiée et évidée, il fallait par suite composer, combiner et rassembler afin de renforcer et de raconter la cavité. La question posée « Comment peut-on fabriquer le vide ?» a permis de donner une forme à la charpente. Le vide peut être fabriqué. La création de cette charpente par le vide s'est faite à travers un emprunt de modernité représenté par des éléments d'assemblage en treillis. Un travail de couture des éléments, comme le montre le premier schéma. Une couture treillis pour assembler et structurer les éléments simples, ordinaires de notre ferme afin d'obtenir un ensemble stable. La couture par des pièces en treillis constitue un aspect essentiel de la charpente. Leur rôle consiste à créer, à partir d'éléments préfabriqués, une construction cohérente et robuste en mesure d'absorber tous les efforts. Le système réticulé des treillis allie résistance, rigidité et légèreté. Il permettra donc une efficacité lors de l'assemblage, ainsi qu'une possibilité de fabriquer les treillis en atelier avant le montage final sur le site de construction. Après la projection de cette ferme ciseau en treillis vient la décomposition de la ferme qui s'organise en plusieurs éléments distincts, comme le montrent ces 3 axonométries. Un poinçon et ses lisses, formant un système en treillis, puis un entrée qui lui servira de tirant à cette structure, et ensuite 2 systèmes de poutres treillis reliés et stabilisés par un contreventement latéral. Ainsi, notre module va se présenter selon une trame fixe et linéaire sur toute notre charpente. Ces différents modules 2D assemblés qui forment notre ferme vont composer une charpente en 3D une fois répétée régulièrement. Une unité est composée de fermes principales et de fermes intermédiaires, que l'on retrouve sur le diapo sur la première et deuxième axonométrie. Les fermes principales reposent sur les murs maçonnés ainsi que sur les corbeaux grâce aux arbalétriers intérieurs. Les fermes intermédiaires, quant à elles, reposent simplement sur les murs maçonnés et sont également réparties entre les corbeaux. Mais leur structure reste toujours la même. Elles ont d'ailleurs le même rôle dans la stabilité de notre charpente et dans la diffusion des charges dans les maçonneries. L'anthrax entre nos fermes est fixe partout dans notre charpente. Nos modules 2D sont donc ensuite assemblés entre eux par un contreventement latéral au niveau des poinçons et entre les arbalétriers que l'on peut voir sur la dernière axonométrie, tout cela à la manière d'une couture par treillis. À votre écran, vous pouvez voir un plan général de Notre-Dame sur lequel on peut aisément distinguer les contreventements et fermes entre arbalétriers. Ils sont mis en place environ tous les 7 mètres et lient toujours une ferme principale aux 2 fermes intermédiaires les plus proches. Mais toutes les fermes principales ne sont pas contreventées. Le contreventement mis en place crée donc un module, une unité cohérente et stable pour notre charpente. Il assure à notre structure de ne pas se déverser. Il est régulier dans toute la charpente, mais on remarque qu'il est plus dense autour de la flèche, là où les efforts à reprendre sont plus importants. Il y a environ un système de contreventement entre arbalétriers
pour 2 unités dans la charpente. Et le contreventement en poinçon est continu dans l'ensemble de la structure. Sur cette charpente, en plus des différents chargements appliqués dessus, tels que les charges de vent, de neige et de poids propres que nous avons détaillés dans la notice technique, nous posons aussi un plancher en sapin massif qui repose sur des solives entre entrées. Ce plancher est à vocation de maintenance, mais il reste optionnel. Nous y avons réfléchi, mais il n'est pas nécessaire dans la stabilité de la structure. La charpente n'est pas totalement fermée, il est donc possible d'accéder aux voûtes et aux poutres en sous-face assez facilement et assez rapidement. En prenant en compte tous les chargements présents sur notre structure, vent, neige, poids propre, le plancher et couverture, ainsi que les différentes combinaisons d'action de ces chargements, nous avons pu dimensionner notre structure et nos pièces de bois. Mais le facteur que nous avons jugé le plus dimensionnant, et donc le plus important, est le feu. Nous nous sommes donc fixé un objectif de tenue au feu de 60 minutes. Sur le schéma ici, nous avons identifié nos différentes pièces et leurs réactions face au feu. Donc vous pouvez voir en rouge les pièces qui voient leurs 4 faces attaquées, et en orange les pièces qui voient seulement 3 de leurs faces attaquées. Ce ne sont que des hypothèses pour le déroulement de notre calcul, et rien ne nous assure que la réaction au feu de notre charpente soit celle que nous vous décrivons à cet instant. À partir de là, nous avons calculé et dimensionné nos sections de bois pour résister aux différents efforts dans la structure. Ce calcul dit à froid garantit à la structure de tenir 15 minutes face à une attaque au feu. Ensuite, pour assurer une tenue au feu de 60 minutes au total, nous avons ajouté une épaisseur de bois qui va nous garantir 45 minutes de tenue au feu pour arriver à notre objectif de 60 minutes. Nous avons ainsi mis en œuvre ces sections dites réelles et qui sont surdimensionnées pour répondre à ce critère de dimensionnement qu'est le feu. Nous allons étudier également, en plus du feu, tous les chargements qui s'appliquent sur notre toiture, avec les charges gravitaires, qui sont la couverture en tuiles, mais aussi le voligeage et la neige. Il y a aussi les charges d'exploitation, pour l'entretien et la maintenance de la toiture, et l'un des plus importants, la charge de vent. Notre toiture est située à 43 mètres au-dessus du sol, elle est simplement posée sur les murs maçonnés, et nous devons éviter le soulèvement de notre structure et prévoir une structure assez lourde. Une fois le treillis chargé, on va venir voir comment vont travailler nos différentes barres, car elles vont toutes réagir d'une manière différente. Par exemple, on va voir les arbalétriers et les faux arbalétriers qui vont travailler en flexion composée, alors que les montants et les diagonales en traction-compression. Pour étudier le comportement et les charges dans chacune des barres, nous avons utilisé un logiciel de calcul qui nous a permis de modéliser et de traduire les efforts dans chaque barre. Mais également, avec le logiciel de calcul, on a pu donner différentes sections, différents entraxes entre nos fermes pour étudier différents cas de charge et optimiser notre structure. Donc le tableau de droite, il nous permet de visualiser si les barres sont correctement dimensionnées. On doit avoir un taux de travail inférieur à 100%. Donc ici, on peut voir que les résultats sont loin de cette valeur, mais cela se traduit par la contrainte que nous nous sommes imposés d'avoir une tenue au feu de 60 minutes dans la charpente. Donc sur cette diapo, vous pouvez voir les différents contreventements en toiture. Il y en a 20 au total sur l'ensemble de la toiture et permet ainsi la stabilité de l'ouvrage au vent. Nous allons voir maintenant comment sont joints nos différents éléments pour assurer l'unité de la ferme et de notre charpente. Avec les différentes combinaisons d'actions, nous avons vu une inversion des efforts dans nos assemblages. Donc un assemblage en traction peut dans un autre cas de charge se trouver être sollicité en compression. Sachant que les assemblages par contact direct, par exemple tenon mortaise ou embrèvement, qui ont un fonctionnement privilégié en compression, on a opté pour un assemblage qui était plus polyvalent et qui avait la capacité de gérer cette inversion d'efforts. C'est pourquoi nous avons choisi d'assembler notre treillis avec des assemblages bois-métal pour répondre à cette contrainte. En plus de ça, nous avons choisi un assemblage bois-métal avec une ferrure en âme pour assurer une meilleure tenue au feu de l'assemblage métallique. Toujours avec cette optique d'avoir une bonne stabilité au feu pendant 60 minutes. En plus des progrès techniques qui permettent d'assurer une rapidité de mise en œuvre, mais également des assemblages très précis. Là maintenant, on va voir sur cette diapo l'assemblage entre
l'entrée, l'arbalétrier et la panne sablière. On ne voulait pas faire reposer directement l'arbalétrier sur la panne sablière, car on peut avoir des efforts horizontaux qui sont très importants. Et à ce moment-là, on a rajouté une fourrure qui permet de liaisonner parfaitement l'entrée et l'arbalétrier. Et à ce moment-là, l'entrée va jouer son rôle de tirant et éviter le glissement de l'ensemble de la structure. Donc nous avons sur cette diapo le contreventement en toiture, avec l'entretoise qui va assurer la distance entre les différentes fermes, mais en plus, du coup, les diagonales également, qui sont là pour assurer le contreventement et créer une poutre treillis en toiture. On voit maintenant comment reposent nos solives et le plancher sur l'entrée. On va avoir des ferrures en âme, toujours pour une question de protection au feu, et le plancher qui serait en sapin. Et pour finir, sur cette dernière diapo, nous pouvons voir la poutre treillis pour assurer le contreventement de la structure et sa stabilité, la poutre treillis au niveau du poinçon. Nous allons maintenant parler de la flèche. La charpente fait partie d'une conception à part entière, en liaison avec l'architecture initiale de la flèche conservée. L'un des grands enjeux du projet réside dans la prise en compte des liaisons et articulations entre le maintien et la préservation de la flèche et son extension, la charpente. La flèche de Viollet-le-Duc est le langage d'un passé, un héritage culturel que nous avons choisi de conserver. Elle communique une empreinte architecturale mise en œuvre dans la construction de cet édifice. Nous avons choisi de considérer cette flèche comme un objet architectural autour duquel chaque fraction de la nouvelle charpente vient de se greffer. On peut voir sur cette axonométrie que nous avons choisi de conserver la flèche existante ainsi que les fermes existantes sur lesquelles elle venait reposer. Sur cet axo, nous pouvons voir ici la flèche ainsi que la liaison avec la nouvelle charpente en treillis. Plus précisément, à travers cette coupe, nous pouvons voir que c'est la poutre poinçon qui va venir jouer un rôle très important car elle va venir elle-même se connecter au poinçon de la ferme existante qui est elle-même connectée à la flèche. Cette connexion va permettre un maintien, un équilibre et une distribution des efforts dans l'ensemble de la structure. Intégrée au projet, cette flèche devient donc une sculpture de bois. C'est le véritable dénominateur commun entre tous les éléments. Plus que le résultat bâti, elle devient le lien entre les différentes parties qui composent cette charpente. À travers cette coupe transversale, nous pouvons voir la nouvelle charpente en treillis connectée à la flèche existante de Viollet-le-Duc. Nous allons maintenant parler de la couverture. Notre choix s'est porté sur une couverture en tuiles plates en argile. Nous avons fait ce choix par rapport à des préoccupations contemporaines, premièrement, l'écologie, c'est également source de mémoire aux bâtiments anciens. Nous pouvons également faire le rapport avec la toiture que devait recevoir à l'origine Notre-Dame, qui était de la terre cuite. L'intention est donc de valoriser de manière contemporaine cette couverture et de réinterpréter le paysage vernaculaire de la région. Nous allons développer une écriture architecturale sobre, une identité forte et radicale. Le choix de ce matériau naturel et traditionnel va apporter une lecture homogène à travers une couleur sobre que nous avons choisie, le gris. Cette couleur va faire écho à l'ancienne toiture en plomb. L'intention est également de créer un dialogue avec la pierre de Notre-Dame, avec l'utilisation de cette tuile en terre cuite. Ce matériau naturel et réemployable nous semble donc une réponse évidente aux enjeux actuels. Nous allons maintenant vous présenter plus particulièrement le système et son développement. Donc premièrement, nous allons avoir la mise en place d'une volige en sapin sur les arbalétriers en treillis. Cette volige va permettre d'éviter le flambement des éléments et également la protection de la structure. On va avoir ensuite des contrelattes et des lattes en sapin, support des tuiles en argile. Ces tuiles sont recouvertes à moitié. Pour terminer, il y aura un faîtage en argile qui va servir de support à l'ornement et une gouttière en zinc en bas de toiture. À travers ce détail, nous pouvons voir que le faîtage en argile va être support de l'ornement en plomb de Viollet-le-Duc. Nous avons choisi de le conserver comme il l'était. On remarque également le détail de gouttière clouée sur le lattage
reposer lui-même sur la volige. Pour terminer, notre intention a été de créer une lecture homogène de l'édifice. Nous avons choisi de conserver la couverture en plomb existante sur la flèche. L'utilisation de la tuile en argile de couleur grise va permettre une liaison parfaite entre ces deux éléments et apporter une lecture homogène de l'ensemble de la couverture. Maintenant, je vais vous présenter notre solution incendie. La charpente de Notre-Dame est en bois massif. La réaction au feu de ce matériau, selon le classement français, est M3, c'est-à-dire qu'il s'agit de matériaux combustibles et moyennement inflammables. Il est donc nécessaire de mettre en place un système efficace de protection contre les incendies. Ainsi, nous avons opté pour un compartimentage qui aura pour rôle de freiner les flammes et de les isoler jusqu'à ce qu'un groupe d'intervention arrive sur place. Ce compartimentage en bois lamellé croisé consiste à diviser la structure en zones à peu près égales, faisant environ 200 mètres carrés de surface, destinées à contenir le feu en cas d'incendie durant 60 minutes, tout en isolant la flèche. Nous pouvons observer sur le plan général de la disposition de ces derniers, les murs coupe-feu qui viennent isoler la flèche. Nous aurons alors 9 compartiments coupe-feu. Nous pouvons observer sur le plan et l'élévation la mise en place de dispositifs incendie. Les murs coupe-feu. Pour assurer un compartimentage plus efficace, nous avons procédé à des calculs sur logiciel. Ainsi, nous avons convenu de mettre en œuvre un mur coupe-feu en CLT qui devra faire 60 mm d'épaisseur. Ce type de panneau a une bonne résistance au feu grâce à sa compacité et sa densité. Ces murs coupe-feu en CLT vont donc couvrir toute la surface de la ferme, de fêtage jusqu'à la voûte, où il sera découpé suivant sa forme. Ajouté à ces murs, nous mettrons également en place un système de détection qui aura pour rôle de déceler et signaler le plus tôt possible et de manière fiable la naissance d'un incendie. Ainsi, pour conclure, ce modèle de charpente stable aura permis de revaloriser la mémoire d'un symbole et d'une époque. Notre-Dame est un phare du savoir-faire des techniques de mise en œuvre du bois par sa grandeur et sa majestuosité. Notre-Dame pourra être perçue comme une œuvre vivante qui révélera et actualisera les processus de valorisation du patrimoine français. Voici l'axonométrie générale de notre charpente avec Notre-Dame de Paris. Et enfin, une perspective, une vue depuis la nef de cette dernière. Merci pour votre attention.